De ces mouvements et des hélicoptères, ce que vous voyez, faites aussi attention à ce qui vient de se passer. Parce que cela dit, eh bien ça peut être un exercice, ça peut être ce que tu veux, non? Enfin, je veux dire, Porto Rico, c'est une partie des États-Unis. Ils ont une base là-bas. Donc, eh bien pareil, peu importe ce que c'est, mais ce que je vais vous montrer maintenant ne l'est pas. D'après ce qu'il rapporte, en ce moment, Pete Hezed serait en train d'arriver. Et celui qui est à côté, c'est aussi Monsieur, le secrétaire à la guerre Hezed et le chef d'état-major du général Kane. Cet opérateur dont nous vous avons parlé l'autre jour, toute la biographie résumée de ce monsieur, très intéressante, très important, disons, son niveau de capacité opérationnelle. Ne pensez pas que c'est celui qui salue en costume. Non, ce monsieur qui est là derrière, ce monsieur c'est le général Kane, il passe presque inaperçu sur toutes les photos, il est là derrière, quelque part par là. Et quand tu commences à te rendre compte qui est John Daniel Racing Kane Racing, c'est comme ça le surnom, non? C'est un personnage opérateur, un personnage que, quand tu le vois là sur l'image, il y a des opérations en cours, ils ne sont pas là pour s'amuser, ce n'est pas du spectacle. Il faut se rappeler qu'il a une autre caractéristique, c'est qu'il s'en fâche, que ce soit des républicains ou des démocrates ou quoi que ce soit de ce genre. Il travaille sans attirer l'attention, et toujours avec des opérations qui vont toujours droit au but. Ils ont mené de longues opérations, par exemple en Irak, durant les guerres évoquées là-bas. Sur 100 opérations, aucun Américain n'est mort. Alors, ce Trump, disons qu'il l'apprécie beaucoup et lui a donné un poste assez important, chef d'état-major. Rien d'autre dans lequel, selon ce qui est rapporté. Ce général 4 étoiles, pas 4 étoiles, un général qui ne s'intéresse pas vraiment à ce sujet non plus, mais plutôt un général qui a surtout opéré sur le terrain. Ce n'est pas un homme politique, c'est un opérateur. C'est le premier chef d'état-major qui agit, pas tellement en tant qu'homme politique, mais plutôt en tant que galin, qui est sur le terrain. Il a été directeur associé des affaires militaires à la CIA de 2021 à 2024, acquérant ainsi une expérience du renseignement. C'est lui qui a mené l'attaque contre l'Iran récemment, en juin, lors de laquelle ses programmes nucléaires ont été bombardés. Tout ce sujet, donc, a une caractéristique. Il est furtif, il opère, on a tendance à attaquer avec le moins de risques possible et de la manière la plus précise possible. Ce ne sont pas de ces attaques énormes, massives, avec beaucoup de troupes, rien de tout cela. Le fait que le général Kane ainsi que le secrétaire d'État, celui qui porte une casquette, arrive à Porto Rico attire beaucoup l'attention. Évidemment, la gouverneure de Porto Rico est là pour accueillir Pete Hezed et bien sûr le général Kane. La gouverneure de Porto Rico informe que leur visite concerne la lutte contre le cartel du trafic de drogue perpétué par le narcodictateur Maduro. Plus direct, c'est impossible. Ce n'est pas un sujet anodin, ils ne sont pas là pour une réunion ou des vacances. Non, ici on parle d'un mouvement qui est déjà en cours là-bas. Secrétaire et chef d'état-major à Porto Rico, à quelques kilomètres de l'endroit où se trouve Maduro. Donc, il semble bien que quelque chose se prépare, tu vois. Voici le compte de Jennifer González, la gouverneure de Porto Rico. Eh bien, en parlant de l'honneur et de l'accueil qu'ils réservent à Pete Hezed, évidemment. Et donc, sur son compte, elle a publié ce moment où elle accueille le secrétaire à la défense à Porto Rico. Eh bien, tout cela indique qu'un mouvement va bientôt avoir lieu. C'est-à-dire, nous parlons déjà du secrétaire d'État, nous parlons du fait qu'il est à Porto Rico, et qu'il est là en raison, disons, de l'offensive contre le régime de Maduro, essentiellement. Mais alors, que fait Maduro ? De quoi s'occupe-t-il ? À quoi joue-t-il ? Bon, allons dans le détail. Tout d'abord, nous sommes en direct. Merci de commenter, de laisser vos commentaires ici. Merci à toute la communauté qui nous a envoyé un super chat et qui nous soutient. Cette chaîne d'information d'actualité internationale, regardez, Maduro vise à donner, paraît-il, une réponse forte. Du moins sous cet angle, le régime de Maduro défie Trump par une opération militaire. Le Venezuela lance un déploiement militaire massif sur ses côtes et dans ses zones frontalières en réponse à l'opération antidrogue croissante des États-Unis dans les Caraïbes. Selon ses propos, Maduro affirme que l'offensive est souveraine, qu'il ne s'agit pas d'une réaction à la pression de Washington. Le président a confirmé une opération nationale contre le trafic de drogue. Qu'il le fasse parce qu'il le veut ou sous la pression de Trump, peu importe. Il agit contre le crime organisé. Un jour, cette idée lui est venue et, après des années sans d'inaction, il a décidé de passer à l'action. Le ministre de la Défense, Vladimir Padrino, a déclaré « Personne ne viendra faire le travail à notre place.
précisant ainsi qu'ils n'autoriseront pas d'ingérences étrangères sur leur territoire. Le changement d'approche du gouvernement vénézuélien est évident. Ils sont passés de la dénonciation à l'action militaire en déployant. Hier, nous en parlions, 25 000 soldats en plus, soit le double à la frontière. Par exemple qu'avec la Colombie, les États situés vers les Caraïbes sont ceux où il y a le plus de militaires vénézuéliens, selon les rapports. C'est donc là que se concentre l'attention. C'est dans cette direction que la situation évolue en ce moment. Passons à d'autres données, à d'autres informations également importantes à ce qui se passe dans le monde. Laissez-moi vous raconter la farce qu'a faite Vansky, n'est-ce pas? C'est Vansky qui a fait ça, cette image, frappant une personne qui est en train de manifester devant le tribunal, à un tribunal d'ailleurs, à Londres. Devant le tribunal, il a mis cette image-là. Ceci, évidemment, ressemble à une critique de cette idée des Anglais de mettre des gens en prison. Ceux qui protestent pour la question de la Palestine, ils ont sorti une loi, ils ont dit « voyons ». C'est que, en protestant en faveur de la Palestine, eh bien c'est parce qu'il y a des groupes terroristes là-bas. Dire que tu protestes en faveur de groupes terroristes, alors que tu dis « eh bien pas forcément », c'est-à-dire si tu protestes pour les civils, tu ne protestes pas forcément pour les terroristes. C'est-à-dire, le point, c'est que cela n'a pas voulu être vu de cette façon. Et les tribunaux de justice, eh bien simplement, ont agi contre les gens en arrêtant 900 personnes, donc bon, voilà. Un jour plus tard, cette image de Vansky apparaît, montrant un juge frappant la société, les gens qui veulent protester, qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe chez eux. Les agents de sécurité à l'extérieur du tribunal ont recouvert lundi la fresque avec des feuilles de plastique noir et 2 barrières métalliques. Et elle est surveillée par 2 agents et une caméra de vidéosurveillance. Vansky, eh bien, c'est comme ça, c'est le style, n'est-ce pas? L'idée qu'elle a été critique sur de nombreux sujets sociaux, et cette fois, je pense qu'il a frappé fort et a dérangé beaucoup de politiciens. Surtout parce qu'ils ont immédiatement recouvert cet endroit, cette peinture, cette fresque, disons. Au fait, le dollar a explosé en Argentine. Il atteint un nouveau record après la défaite électorale de Milei dans la capitale de l'Argentine, à Buenos Aires. Selon les rapports d'aujourd'hui, lundi 8 septembre, un nouveau record est atteint après la défaite de Javier Milei du parti Libertad Avanza. La devise des États-Unis a grimpé à 1460 pesos à la Banque nationale, atteignant ainsi un nouveau record après une hausse de 80 pesos. Il y a des problèmes et de la méfiance actuellement à cause de la situation. Qu'a-t-il dit? Le responsable de l'économie, Luis Caputo, a dit ce qui suit et cela aussi est important. La réaction. Rien ne va changer sur le plan économique, ni fiscal, ni monétaire, ni au niveau du change, c'est la réponse du ministre de l'économie d'Argentine. Sur d'autres sujets importants, le FBI lance une alerte concernant ce qui s'en vient. Voici un débat. Je pense que tous les citoyens veulent que leur téléphone portable, ordinateur, etc. soit sécurisé, c'est-à-dire qu'il soit le moins piratable possible. Avoir de la sécurité, car tu as peut-être ton compte bancaire ou fait des paiements, etc. Alors, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entreprises technologiques, comme Apple, chiffrent les téléphones portables de manière extrême et les rendent super sécurisés, presque impossibles à pirater. Et le FBI dit « et quand on veut enquêter sur un présumé criminel, on ne peut plus enquêter parce qu'on n'a pas accès. » Parce que les téléphones portables sont maintenant tellement chiffrés qu'il est très difficile de pouvoir enquêter. Alors d'un côté, tu te dis, eh bien c'est bien dans le sens où la technologie, c'est-à-dire qu'elle parvient vraiment à assurer cette confidentialité, mais en même temps, tu te dis aussi, mais pour une enquête, oui. Tu voudrais qu'il puisse t'arriver à une conclusion, qu'il puisse te retrouver tel criminel ou quoi que ce soit, non? C'est précisément cette partie qui attire l'attention actuellement. Le FBI alerte qu'il y a des risques face à cette situation. Il émet un avertissement concernant le risque que représente le chiffrement de bout en bout sur les appareils Apple, en soulignant que cette technologie peut devenir un obstacle à la sécurité publique. L'agence affirme que l'impossibilité d'accéder aux données chiffrées, même sous mandat judiciaire, crée des espaces numériques où les criminels peuvent opérer sans être détectés. Et en même temps, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils rendent ces téléphones portables et ces appareils, c'est super sécurisé pour la population. Cela veut dire que si le FBI ne peut pas les pirater, eh bien beaucoup de criminels potentiels ne peuvent pas non plus les pirater.
La société était plus en sécurité, ça ils ne le disent pas. Grâce à ça, la société est plus en sécurité. Bien sûr, tu ne pourras pas en attraper quelques-uns, mais la majorité sera plus en sécurité. Je dis que nous croyons, enfin voilà, c'est très intéressant comme sujet, le sujet. Bon, un autre sujet également important. Les États-Unis cherchent à ce que l'Organisation des États américains soutienne une force anti-gang en Haïti. Ici, il n'y a pas d'accord, parce que le Brésil et d'autres pays ne veulent pas de cela. Ils ne veulent pas d'une force soutenue par l'Organisation des États américains. Le problème, c'est que personne ne fait vraiment rien, n'est-ce pas? Et quand il s'agit d'agir pour chercher la sécurité en Haïti, et ensuite ils ne se mettent pas d'accord, Lula da Silva avec la Colombie, la Bolivie et le Honduras ne sont pas d'accord. Ils ne veulent pas soutenir l'initiative de l'administration du Panama et de Trump, des États-Unis et du Panama, qui a déjà été présentée au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Cette proposition de mettre en place une force anti-gang, ce n'est pas seulement nécessaire, c'est urgent. Le gouvernement est-il sur le point de s'effondrer? Et ici, ils se mettent d'accord pour dire non, 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 qu'on ne leur envoie pas une unité anti-gangs. Parce qu'il doit y avoir un mouvement, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser les choses aller comme ça à chaque fois au Panama. Ni des enfants pour former de plus grandes bandes de force. Et ils sont donc en train de créer une sorte de soldats mineurs. Ils les entraînent donc à agir contre le gouvernement, essentiellement, et ils agissent encore pour faire ce qu'ils veulent, avoir le pouvoir en Haïti, essentiellement. La représentation des États-Unis à l'Organisation des États américains a mené un effort diplomatique sans précédent pour que le Forum régional soutienne la création d'une force de répression contre les gangs, ceci en Haïti. Lopez pense qu'il l'aurait laissé. Junta de Gango. Comité.